On va parler par anticipation pour quand on pourra repartir, et puis pour les quelques PVTistes qui arrivent à partir, qui arriveront à partir dans les prochains mois, parce qu'il en reste un petit peu qui peuvent partir. Peut-être que les conseils de ce soir vont vous être utiles. Donc ce soir, on est toutes les deux là, Marie et moi. Alors Marie, elle a fait à côté, moi j'ai rien fait. Elle a fait 4 PVT. Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, et tu as voyagé dans pas mal de pays aussi, pays du Oui. PVT, qui sont par exemple Le Japon, la Corée, Taïwan, le Chili, le Mexique, l'Argentine, le Pérou. tout Voilà. ça. Moi, j'ai pas fait autant, mais voilà. Moi, j'ai fait un PVT au Canada et un en Australie, et j'ai voyagé en Russie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et à Hong Kong également. Donc, on se disait tout à l'heure qu'à nous deux, on a presque tous les pays du PVT qui sont représentés. Donc, on va essayer de vous donner des informations générales sur la thématique du soir. Et bien sûr, on terminera par une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez tout à fait poser des questions en commentaire et on les prendra une fois qu'on aura terminé de vous dire tout ce qu'on a à vous dire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, pvtis.net, on est un site d'information. On n'est pas simplement une page Facebook ou un compte Instagram comme beaucoup de gens ont l'air de le penser. On est avant tout un site internet et une application mobile qui existe depuis plus de 15 ans et qui vous donne des informations sur le PVT, quelle que soit votre destination. On propose également des guides des PVTistes qui sont gratuits au format PDF pour 5 pays, la Corée, le Japon, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On a une page Facebook pvtis.net sur laquelle vous êtes ce soir, mais on a également des pages Facebook par pays. Donc, s'il y a un seul pays qui vous intéresse, ça peut être intéressant de chercher sur Facebook pvtis.net pays et vous aurez des informations, surtout en cette période de Covid. Dès qu'on a une information, on la partage dessus. On fait également un point Covid-19 une fois par semaine sur notre compte Instagram qui s'appelle PVTiste au pluriel. C'est un peu un complément de notre article Covid-19, la situation des PVTistes. Si vous voulez pas le relire à chaque fois en intégralité parce qu'il est très long, vous pouvez regarder notre point Covid sur Instagram et du coup, vous êtes au courant des actualités des 7 derniers jours. Voilà. Pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'au bout avec nous, en sachant qu'on va sans doute être ensemble pendant 1 heure un quart, sachez que la vidéo restera en replay, donc vous pourrez la consulter après coup. Voilà. Alors c'est moi qui vais commencer la présentation de ce soir et je vais commencer par insister sur l'importance du V du PVT. Marie et moi, on a fait des PVT il y a longtemps à Toronto et on est resté 1 an à Toronto. On a voyagé un peu à gauche, à droite, mais on n'a vraiment pas fait un PVT où on allait à la découverte du pays pendant plusieurs semaines. Et si je ne m'abuse, Marie, on l'a toutes les deux regretté après coup. Ouais. Oui. Donc, ne faites pas comme nous. Bon, c'est surtout qu'à notre époque, le PVT durait 1 an au Canada, donc maintenant sur 2 ans, vraiment, vous avez aucune excuse. C'est hyper important de se souvenir du concept de base du PVT. Donc, le PVT, c'est un permis ou un visa de voyage avec le droit de travailler. Ça, c'est la conception, le concept de base. Ça a été assez préservé dans pas mal de pays, notamment d'Amérique latine et en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans les autres pays, ça arrive aussi, bien sûr, au Canada, au Japon et tout ça. Mais il y a beaucoup de PVTistes qui sont assez sédentaires pendant leur PVT et surtout au Canada parce que pour beaucoup, c'est un tremplin vers la résidence permanente. Donc vraiment, si vous êtes sur ce schéma-là, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Vous faites ce que vous voulez de votre PVT, mais on ne peut que vous recommander de vous accorder du temps pour faire des voyages. Ça peut être des longs week-ends, bien sûr, c'est déjà super cool, on en parlera tout à l'heure. Mais si vous avez l'opportunité de partir au moins 2 semaines sur la route pour voir des paysages, voir une autre région, c'est des souvenirs qui sont très importants. J'ai tendance à penser que cette partie du PVT, c'est ce qui va le plus vous changer de votre vie ici. Par exemple, si vous partez à Montréal ou à Vancouver ou même dans un autre pays du PVT, bien sûr, il n'y a pas que le Canada, vous allez vous installer, vous faire des amis, travailler certainement. Si vous faites un PVT sédentaire, votre vie, elle va vite redevenir une vie posée. Et encore une fois, il n'y a aucun problème à ça. Mais si vous faites des voyages, vous allez vraiment avoir l'impression de déconnecter avec votre vie ici. Vous allez découvrir plein de choses, vous allez faire des découvertes tout le temps, rencontrer des gens, vous aurez peut-être des galères, hein. Sur le moment, c'est pas drôle, mais après coup, on en rigole tous, je crois, pour les petites galères en tout cas. Voilà, c'est des choses qui vont énormément vous marquer. Souvent, quand on garde en tête son PVT 10 ans après, les voyages, c'est quelque chose qui compte beaucoup, beaucoup plus peut-être que la vie quotidienne dans une ville. Voilà, donc ne l'oubliez pas.
Également, ce qu'on peut vous dire, c'est de prévoir un budget pour le voyage et les activités pendant votre PVT. C'est un truc qu'on dit assez souvent. Peut-être que ce PVT, ça va être la seule fois dans votre vie où vous irez dans ce pays, voire dans cette région du monde. Donc, n'hésitez pas à avoir un petit budget pour faire de la motoneige, faire un saut en parachute, observer les baleines, ou qu'est-ce que je peux dire d'autre, faire une croisière sur la grande barrière de corail, entre autres choses. L'aspect voyage, vraiment, ne le mettez pas trop de côté et prévoyez un petit budget qui vous permettra de profiter sans constamment compter votre argent en vous disant je peux pas me le permettre, je peux pas me le permettre. C'est une année de fou dans votre vie qui vous attend. Donc donnez-vous les moyens de faire des trucs fous. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour l'importance du V du PVT. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Marie et moi, du coup, dans nos PVT ou voyages suivants, on s'est bien lâchés. On Autant s'est vengé, ouais. on s'est vengé en se disant pas deux fois. Non, vraiment, on a beaucoup voyagé. Et moi, d'ailleurs, je suis retournée au Canada il y a 4 ans bientôt pour aller dans l'Ouest, en Alberta et en Colombie-Britannique. Et vraiment, je me suis dit heureusement que j'y suis retournée parce que ça aurait été idiot d'avoir que Toronto et un petit peu le Québec dans la tête avec pour le Canada. Il y a vraiment beaucoup plus de choses à voir que Toronto. Voilà. Moi, j'ai toujours ça et je veux voir beaucoup plus. Oui, exactement. Bah, tu auras l'occasion sans doute d'y retourner. C'est tout ce que je te souhaite après toute la pandémie. Mm. Peut-être. Euh, on va passer à la partie suivante. Donc, évidemment, il y a plein de moyens pour voyager. Un des moyens, c'est évidemment l'avion. Alors, c'est pas forcément le moyen le plus sympa parce que ça va vite, c'est bien, mais c'est bien, ça va vite, mais d'un autre côté, on voit pas en fait du pays, donc c'est un petit peu dommage. Et en plus, on va pas se mentir, ça pollue un petit peu plus, mais bon, c'est parfois indispensable pour vos projets, notamment dans les pays où il y a de vastes étendues, comme le Canada, l'Australie, la Russie ou l'Argentine, par exemple. Parfois, il vaut mieux se dire, on va faire 1 heure de vol plutôt qu'une semaine de trajet. Ça peut se comprendre. Par ailleurs, dans certains pays, ça peut être, on va dire, en quelque sorte obligatoire si vous voulez visiter des pays aux alentours. Je pense à Taïwan, au Japon, à la Corée, où concrètement, peut-être en galérant un petit peu en bateau, c'est possible, mais sinon, c'est un petit peu plus compliqué quand même de voyager dans d'autres pays aux alentours. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, très souvent, mais bon, il faut quand même parfois passer par les avions. Sinon, il y a le train. Alors, le train, ça va être en Asie, quand même pas mal. En Australie, en Nouvelle-Zélande, ça va être quand même beaucoup des trains touristiques. Je crois que le Canada, c'est pareil. Tu me contrediras peut-être, mais je crois que le train est assez. Enfin, quand je dis trains touristiques, ce sont des trains qui sont là pour les touristes, pas vraiment pour les passagers, on va dire lambda. Sauf sur des lignes, par exemple, je pense au Canada, ça doit être entre Toronto et Montréal, il doit y avoir des trains de passagers. Mais sinon, par exemple, pour l'Australie, traverser l'Australie en train, c'est possible, mais c'est pour des trains touristiques qui ont souvent des budgets un peu plus élevés. En Nouvelle-Zélande, il y a 2 lignes de chemin de fer et c'est pour des budgets très élevés, donc c'est pas forcément accessible pour tout le monde et surtout pour tous les budgets. Au Japon, il y a les Shinkansen qui sont des trains rapides qui sont très chers mais qui sont très très bien. Malheureusement, les PVTistes n'ont pas le droit au JR Pass et donc du coup, ils ne peuvent pas prendre le Shinkansen à un prix moins cher, on va dire ça comme ça. À Taïwan, il y a un train pour faire tout le tour du pays, ça c'est chouette. En Amérique latine, je crois moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de trains. Il y avait beaucoup de bus, mais j'ai pas vu beaucoup de trains, il me semble. Donc il y a les bus qui sont un moyen de transport très économique et en plus ils sont très développés dans certains pays et dans certaines régions. En Amérique latine, ils sont pas mal développés. Il y a la possibilité de faire des longs trajets et en plus souvent, si c'est sur des très longs trajets, de voyager de nuit et donc de s'économiser des chambres, des nuits dans des auberges jeunesse ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai le souvenir, alors c'était marrant parce qu'on partageait des souvenirs avec Anne-Lise qui est avec nous ce soir, mais dans le chat. Et on racontait toutes les deux des histoires de bus en Amérique latine. Elle, ça s'était passé bizarrement parce que les conducteurs avaient une conduite assez dangereuse et le bus était confortable, mais les conducteurs avaient une conduite assez dangereuse et tout. Et moi, j'avais le souvenir de bus extrêmement confortable.
où j'avais même fait un loto, enfin même, non, plus un bingo qu'un loto, pendant le trajet avec une hôtesse qui était spécialement dédiée au bingo. J'avais trouvé ça plutôt marrant. Mais bon, bref, il y a des bus qui peuvent être de très très bonne qualité, en particulier en Amérique latine. Au Japon et en Corée, je sais pas trop, mais je ne doute pas qu'il soit bien aussi. Au Japon, je crois que c'est une alternative vraiment très bonne par rapport au prix des Shinkansen qui peuvent être très chers, il me semble. Sinon, bah, vous pouvez toujours aussi envisager de vous déplacer par vos propres moyens, pas par les transports en commun, avec une voiture, avec une voiture ou un van ou une moto. La moto, je ne sais pas ce qu'il en est pour le permis de conduire international. Il faut voir, faut bien vous renseigner si vous avez le droit de conduire. Sinon, pour la voiture ou un van, en général, dans beaucoup de pays, le permis de conduire international est reconnu. Ce n'est pas le cas au Japon, il faut le savoir. Mais dans beaucoup de pays, le permis de conduire international est reconnu, notamment en Corée, c'est le cas. Pour le permis de conduire international, vous pouvez faire une demande gratuitement sur le site de servicepublic.fr. Enfin, commencez à la faire et ensuite vous aurez des documents à envoyer à Nantes, il me semble. La demande est gratuite. Faites attention, il y a des sites qui vous proposent de payer pour un permis de conduire international, etc. Normalement, vous pouvez le faire gratuitement. Je crois que vous aurez juste le coût du courrier à envoyer, c'est tout. Et en Belgique, ça coûte entre 15 et 30 euros selon la commune où vous vivez en Belgique. Et pour le permis de conduire français, vous aurez besoin d'un justificatif d'identité, d'un justificatif de domicile et évidemment de votre permis de conduire. Il faut savoir que le permis de conduire international est valable en France pour la France pour 3 ans. C'est-à-dire que la France peut vous en émettre un tous les 3 ans, mais dans les pays où vous vous rendrez, le permis de conduire international n'aura pas cette validité-là. Ça dépendra du pays en question. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est 12 mois. En Australie, ça va dépendre des États. Au Canada, ça va dépendre des provinces et des territoires. Dans certaines provinces, ils vont dire « Ah bah, vous pouvez l'avoir pendant 12 mois parce que vous êtes temporaire et donc vous n'avez pas besoin de changer votre permis de conduire français plus un permis de conduire international. » Mais dans d'autres provinces, ils vous diront « Ah non, mais si vous vous installez pour plus de 3 mois, vous devez obligatoirement changer. » Ça dépend vraiment d'une province à une autre, donc il est très important de se renseigner. Sinon, donc vous pouvez envisager donc soit d'acheter un véhicule, soit de louer un véhicule. La location d'un véhicule, c'est idéal, notamment si vous voyagez sur des périodes courtes. Par exemple, en Australie, en Nouvelle-Zélande, si vous comptez voyager pendant 3 semaines, 1 mois, je pense que ça vaut plus le coup de louer un van, par exemple, que d'en acheter un, parce que vous allez vous éviter quand même un certain nombre de démarches administratives, etc. En louant un véhicule, vous payez juste la location plus l'assurance. Je vous recommande de vous assurer pour la location d'un van. Et ensuite, vous êtes tranquille pour tout le reste de votre séjour. S'il y a une panne ou des choses comme ça, en général, la compagnie de location du van s'occupe de tout et donc c'est plus simple. Tandis que si vous achetez un véhicule, vous allez devoir changer l'enregistrement, acheter le véhicule, éventuellement faire des réparations, éventuellement à la fin revendre, quasiment obligatoirement à la fin revendre le véhicule. Donc, du coup, pour une période courte, de type séjour de 1 mois, 2 mois éventuellement, ça vaut le coup de louer. Pour une période supérieure, ça vaut le coup de peut-être acheter un van, une moto ou une voiture. C'est pas forcément le moyen le plus économique, mais c'est le moyen où vous serez quand même super libre de voyager, parce que vous pourrez aller où vous voulez ou presque. Et si vous faites beaucoup de kilomètres, ce sera si vous faites beaucoup de kilomètres et si vous voyagez longtemps, ce sera beaucoup plus intéressant que de louer un véhicule pour 6 mois. Je pense que ça revient beaucoup plus cher que d'acheter un van ou une voiture pas très très chère, par exemple. Par ailleurs, pour le prix d'une voiture ou d'un van, ça dépend évidemment des pays. Julie, ah non, toi, t'as pas acheté de voiture en Australie. Moi, j'en ai acheté une. J'ai acheté un van en Nouvelle-Zélande et j'ai acheté un van en Australie. À chaque fois, on les a pas payés très cher. Ils avaient eu beaucoup de kilomètres et ils étaient très, 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 très vieux. Mais bon, ils ont tenu le choc. On les a revendus le premier. Alors, pour vous donner une idée, pour la Nouvelle-Zélande, moi, j'avais payé mon van 3 900 $, je crois. Et je l'ai revendu 3 700 $. Avec
beaucoup de réparations qui ont été faites dessus parce qu'on avait fait un mauvais achat au départ. Et pour le deuxième van, on l'a acheté 3 000 $. On l'a aménagé entièrement pour nous. On a mis un budget de 1 000 $ pour l'aménagement de notre van et on l'a revendu 3 000 $, exactement au prix d'achat. On comptait pas le revendre plus cher, même si on avait dépensé de l'argent parce que on avait roulé également avec et donc il avait perdu de la valeur. Mais bon, bref, c'était de très bonnes expériences. Donc en gros, en euros, pour vous donner une idée, je crois que c'était 2 500 € pour chacun des vannes, aussi bien en Australie qu'en Nouvelle-Zélande, voire un peu plus peut-être. Et bon, on a eu des frais pour les réparations, donc il faut quand même compter un peu plus encore au niveau du budget. Mais bon, à la fin, vous revendez le van. Normalement, si vous en sortez bien, vous le revendrez pas trop cher. Ah mais non, mon van en Nouvelle-Zélande, je l'ai pas du tout revendu à ce prix-là. Je l'ai revendu beaucoup moins cher. J'y repense maintenant, on l'a revendu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher parce qu'on a galéré à le revendre. Dans ma tête, c'était bien. Non, c'était pas. On l'a acheté 3 700 €. On l'a pas revendu ça. On l'a revendu 3 700 $ et on l'a revendu 1 900 $ parce qu'on a galéré à le revendre à la fin parce qu'il y a des périodes d'achat de van en quelque sorte. C'est-à-dire que par exemple dans l'hémisphère sud, quand vous êtes en Australie ou en Nouvelle-Zélande et que vous essayez de revendre un van en juin, au moment du début de l'hiver, vous avez plein de PVTistes qui sont repartis et il n'y a pas grand monde qui arrive pendant cette période-là en temps normal. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec un van sur les bras et pas grand monde qui voulait l'acheter. Et donc, les premiers acheteurs, ils ont accepté de nous le prendre à 1 900 $. Et on l'a pris, enfin, on l'a vendu à ce prix-là. Pardon, je me suis perdue. Oui, c'est bien parce que, effectivement, c'est bien de le préciser. Tu peux acheter un van très cher et le vendre pas cher, ou l'acheter pas trop cher à une bonne période et le revendre pas trop mal. Enfin, c'est ça dépend. Il y a des périodes où vendre un van est plus compliqué. En début d'hiver, dans l'hémisphère sud, c'est pas forcément la période optimale pour revendre un van, faut le savoir. C'est par contre la bonne période pour acheter un van. Ouais, parce que les 3 Allemands qui ont acheté notre van à 1 900 $, ils étaient vraiment très contents. Ils étaient vraiment... Et d'ailleurs, on vous a mis un commentaire de la vidéo nos 3 dossiers: acheter une voiture au Canada, acheter une voiture ou un van en Nouvelle-Zélande et acheter une voiture ou un van en Australie. On l'a pas fait pour d'autres pays parce que ça se fait moins. On a moins entendu des achats de véhicules ailleurs. Ça doit pouvoir se faire. Et voilà. En Amérique latine, moi, j'ai très peu d'infos. Le seul truc que je sais, c'est que je crois que c'est assez compliqué de passer les frontières avec des véhicules que vous avez achetés. Ça peut être un poil compliqué parfois, ça dépend des moments. Et ensuite, je sais que ça s'échange beaucoup entre backpackers. Voilà, c'est tout. En fait, les gens rachètent les véhicules entre backpackers en mettant des annonces dans les auberges de jeunesse. Mais c'est pas hyper. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit hyper commun en Amérique latine, les achats de véhicules. Ouais, en Australie, Nouvelle-Zélande, c'est hyper commun. Au Canada aussi. Au Canada, dans les trucs importants à prendre en compte, c'est la rouille quand vous achetez un véhicule, parce que à cause de la neige, les véhicules rouillent très très facilement. Alors qu'en Nouvelle-Zélande ou en Australie, il n'y a pas trop ce problème-là. Enfin, il y a toujours le problème de la rouille, mais il est moins important qu'au Canada. Et c'est quoi ta petite technique, Marie, que tu aimes bien dire pour la rouille? J'ai une technique de fou pour découvrir s'il y a de la rouille sur un véhicule et si on l'a bien peint, alors que pour cacher la rouille, c'est que si vous avez vous prenez un aimant et vous passez l'aimant, vous posez l'aimant à différents endroits de la carrosserie. Si ça s'attache, ça veut dire que le van va bien normalement. Par contre, si ça ne s'attache pas, ça veut dire qu'en fait, il y a une couche de rouille entre la carcasse, la carcasse de la voiture, on va dire, est rongée un peu par la rouille. Donc, si l'aimant ne colle pas sur un van, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ouais. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Sachez-le. Voilà. Sinon, pour un voyage, notamment si vous circulez en voiture, en van, en moto, vous aurez besoin d'un petit budget. Il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments pour votre budget, à savoir l'essence, éventuellement le stationnement, notamment si vous êtes en ville, un endroit où dormir, selon les pays. Je pense on en reviendra un petit peu ou pas dessus après sur le road trip peut-être un peu. Non, pour le coup, c'est vrai que tout va être ici. Tout va être ici. Un petit peu.
D'accord. Donc, dans des pays comme, alors au Canada aussi, je pense, mais en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc on va parler sur toutes ces trois pays-là, hein, parce qu'on les gère mieux, ceux-là. Mais il y a souvent des campings gratuits. Donc, en Australie, on va appeler ça des free camps. En Nouvelle-Zélande, ça va être des campings, notamment du Department of Conservation, qui est en gros le département chargé de la protection de la nature et un peu du tourisme, qui propose des camps gratuits, des campings gratuits où ça va être souvent très peu d'installations. Parfois, enfin, le plus souvent, il va y avoir que des toilettes sèches, mais ça va vous permettre de dormir gratuitement. Sinon, ça va être un coût qui va être souvent, pour les peu chers, ça va être autour de 8 $ la nuit, il me semble. En Australie, donc il va y avoir des free camps. Ça peut être sur des aires d'autoroute ou à d'autres endroits. Il y a des applications qui existent en Australie, notamment une qui s'appelle Wikicamps, je crois, qui vous donne beaucoup d'informations sur les campings disponibles. Il y a aussi Camps Australia. Ce sont deux applications qui sont payantes, mais qui valent le coup, qui valent l'investissement initial, vraiment. Et j'ai une préférence après utilisation pour... Attendez, que je ne me trompe pas, je crois pour... J'ai un doute. Pour pas Camps Australia, elle est bien, mais elle est pas si bien. Je crois que c'est pour Wikicamps Australia qui est bien parce qu'il y a des témoignages récents en général avec les tarifs, notamment pour les campings quand ils sont payants, ça peut être intéressant. Donc sinon, outre les campings gratuits, il y a des campings payants. Là, sur ceux-là, pas forcément sur les publics, mais il va y avoir, en gros, les nuits de camping, elles vont coûter entre 20 et 30 $. Non, ouais, ça dépend des pays. Oui. Mais certains vont coûter un peu plus cher, d'autres vont coûter ça va coûter plus ou moins cher en fonction du confort que vous voulez. Si vous voulez des toilettes sèches, dans certains campings, ça va vous coûter très peu cher. Si vous voulez une douche avec de l'eau chaude, une machine à laver, une cuisine, des choses comme ça, bah évidemment, ça coûtera un petit peu plus cher. Internet ou de l'électricité, évidemment, ça coûtera un petit peu plus cher. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des campings aussi en Nouvelle-Zélande, il y a des campings où vous n'avez pas d'eau, vous devez ramener votre eau, donc il faut le prévoir. Pensez-y. Et sinon, vous avez toujours aussi l'option de loger en auberge de jeunesse à plein d'endroits. Les auberges de jeunesse, ça coûte entre 20 et 30 $ la nuit et ça vous permet notamment de vous laver. En road trip, c'est pratique. Et de rencontrer aussi également des gens, parce que les voyages, c'est aussi les rencontres. Qu'est-ce que je peux dire sinon? Je parle de l'aménagement du van, c'est ça? Ouais, tu peux faire un petit point là-dessus. C'est vrai qu'on va plus renvoyer vers autre chose, mais Oui, vers pour aménager un van, donc vous allez avoir besoin de matériel, souvent des plaques de bois, des petites planches de bois, des outils, des choses comme ça. Un des moyens pour aménager un van, c'est de partir en fait souvent faire du woofing ou du volontariat, du woofing, du helpix ou des choses comme ça, chez des gens qui ont comment ça s'appelle, qui ont des outils et qui ont des lieux aussi pour pouvoir aménager votre van. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça, c'est-à-dire qu'ils achètent un van et ils vont partir faire du volontariat et dans les heures où ils ne vont pas faire du volontariat, donc par exemple s'occuper d'une ferme ou des choses comme ça, ils vont travailler sur l'aménagement de leur van et ils vont demander des outils aux gens qui les accueillent, à leurs hôtes. Ils vont demander des outils pour pouvoir aménager leur van tranquillement, à leur rythme. Voilà. En Australie, par exemple, il y a un magasin qui s'appelle Bunnings, qui est le magasin pour tous ceux qui veulent aménager leur van. C'est c'est l'équivalent de Castorama ici. Mais en gros, vu qu'il y a des Bunnings absolument partout dans le pays, t'aménages ton van, tu récupères le matériel dont tu as besoin, puis tu vas commencer à faire tes travaux, tu te rends compte qu'il te manque des trucs. Si tes hôtes n'ont pas ce dont tu as besoin, tu vas chez Bunnings. Enfin, voilà. Et vu qu'il y a des Bunnings partout, en général, il y a des Bunnings pas loin de là où vit votre hôte, le plus souvent. Donc, c'est pas mal. Aménager un van, ça coûte pas forcément extrêmement cher si vous êtes assez débrouillard. Nous, on en avait eu donc, comme je disais, on en a eu pour 1 000 $, donc ça faisait à peu près 700 €, je crois, pour tout le matériel. On est parti vraiment de rien et on a tout aménagé. Donc, on était avec un van, avec un lit, avec une petite cuisine. Il nous fallait une glacière, des choses comme ça. Il y a moyen de les racheter à des gens qui repartent.
Nous, on a acheté beaucoup de matériel de camping à des gens qui repartaient, une table, des chaises, les skis, la glacière, des choses comme ça. On a tout racheté à des gens qui repartaient. Ça coûte moins cher en général d'acheter en lot. Mais voilà, il y a moyen de s'en sortir sans trop se ruiner. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous disent comment aménager un van, qui vous donnent plein de conseils. Et sinon, sur notre site, on a un article de Nathan qui a été un de nos reporters PVTistes en Australie, qui ensuite est parti au Canada et qui vous parle de l'aménagement de son van. Et on va vous partager cet article. Et en Nouvelle-Zélande, on a aussi un article, un témoignage de Alexandre qui avait aménagé son van en mode self-contained, parce que le self-contained, c'est un concept qui est assez important en Nouvelle-Zélande. C'est le fait d'avoir un van dans lequel on peut être autonome pendant 3 jours et 3 nuits. Autonome, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'eau et vous n'avez pas besoin de vous rendre dans des toilettes autres que celles qui se trouvent dans votre van. Concrètement, il vous faut des toilettes, des bidons d'eau pour l'eau propre et des bidons d'eau pour l'eau sale dans un van pour être self-contained. Concrètement, il y a des règles au départ qui ont été renforcées récemment parce qu'il y a eu pas mal d'abus, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui achetaient un van, achetaient des toilettes portables, en gros des toilettes qui sont souvent dans les vannes ou dans les camping-cars aménagés. Qui faisaient passer leurs tests pour avoir une étiquette self-contained et qui ensuite revendaient leurs toilettes ou des choses comme ça. Et la Nouvelle-Zélande s'en est rendu compte, les autorités s'en sont évidemment rendues compte et ont décidé de resserrer la vis pour que les gens, on va dire, soient plus respectueux de l'environnement, parce que si les gens n'ont pas de toilettes dans leur van et dorment dans les endroits où c'est autorisé de dormir en van self-contained, parce qu'il y a plus de lieux autorisé en Nouvelle-Zélande pour dormir si on a une étiquette self-contained. Bref, et ben vu qu'il y avait eu plus de gens qui, je me suis perdue, mais vu qu'il y avait vu qu'il y avait des abus pour que les gens puissent dormir à plus d'endroits, les autorités néo-zélandaises ont décidé de resserrer la vis pour empêcher en quelque sorte le nombre d'abus. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, j'espère. Je n'en sais rien. Ici, tout à fait. Consultez le témoignage d'Alexandre et dans notre dossier sur l'achat d'un van, je crois qu'on en parle un petit peu de Oui, la notion de self-contained. Sur fait. l'achat d'un van en Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, quand je t'entendais parler tout à l'heure de est-ce que j'avais acheté un van ou pas, c'est vrai que peut-être qu'il y a des gens ce soir qui n'ont pas le permis. Je fais partie des Parisiens, du coup, qui n'ont pas besoin de voiture et qui l'ont passé super tard. Donc moi, j'ai fait mes 2 PVT sans permis de conduire et c'est faisable. Bon, au Canada, on l'a bien compris, j'ai pas beaucoup voyagé. Donc je suis allée à New York, je suis allée à Chicago, tout ça. Soit je me faisais conduire, soit j'ai pris le bus principalement, notamment des bus de nuit, comme Marie le disait tout à l'heure, ça fait des économies, hein. Et en Australie, franchement, j'ai fait tout. L'avion, le bus, le train, des trains régionaux, hein, pas les trains qui coûtent super cher. C'était pas mémorable, c'était très lent. Enfin, vraiment, le train en Australie, je recommande pas spécifiquement. J'ai fait du stop, j'ai fait du covoiturage et je me suis aussi fait conduire et tout s'est très bien passé. Moi, j'ai beaucoup aimé voyager comme ça, donc c'est tout à fait possible. Si vous n'avez pas le permis, vous dites pas bon bah cette séance d'information n'est pas pour moi. Si on donne des informations pas mal sur le road trip, bien évidemment, parce que ça fait partie du thème du soir, mais il y a quand même d'autres façons de faire. Et dites-vous que quand on fait du stop ou quand on fait du covoiturage, il y a un truc qui est important, c'est que s'il y a un problème avec la voiture, c'est pas notre problème. Enfin, un problème. Faut pas qu'il y ait un accident, bien sûr. Mais si il y a une dépense à faire dans 2 jours sur la voiture, c'est pas votre problème, c'est pas votre dépense. Sur le stop, vous payez rien, la personne est sympa et vous transporte. Sur le covoiturage, vous faites un partage de frais d'essence, mais le reste vous concerne pas. Donc vous gérez pas l'achat d'un véhicule, la revente du véhicule et aussi tous les éventuels frais qui peuvent arriver pendant l'année quand on achète un van, généralement on a toujours un peu des réparations à faire. Donc ça a son avantage aussi de pas avoir de véhicule. Tout à fait. Sur juste les frais liés à l'achat d'un véhicule, moi, c'est un truc que je recommande à beaucoup de gens maintenant. C'est par exemple, si vous vous dites « Ah, j'ai un budget de 4 000 € pour m'acheter un véhicule », achetez un véhicule qui coûte 3 000 € et gardez 1 000 € de réserve pour les frais et les réparations. Vraiment, vous aurez des frais. Imaginez pas que la mécanique sera parfaite. Vous allez acheter
un vieux véhicule. Enfin, si vous achetez un véhicule, vous allez acheter un vieux véhicule et donc il vaut mieux avoir le budget, effectivement. Et sinon, l'alternative à ne pas avoir de permis, parce que moi, pour mon PVT Nouvelle-Zélande, je n'avais pas le permis. Je l'ai passé pour l'Australie. Ça vaut le coup quand même de passer son permis si vous comptez voyager. Hein. Ça peut, même si vous comptez pas acheter de van, ça peut quand même valoir le coup de vous dire j'ai le droit de conduire. Un permis probatoire, ça marche aussi au passage. Enfin, avoir le permis avec un A. Vous avez le droit de conduire en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande. Pour les échanges de permis, ça pourrait être compliqué, mais pour des permis pour conduire pendant votre PVT, c'est possible. Au début, au moins. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Tout à l'heure, tu disais que le permis de conduire international n'était pas. Elle me l'a précisé avant, c'est du coca. Oui, c'est du coca. C'est du coca. En même temps, tu fais ce que tu veux. Oui, mais bon. Donc, petite parenthèse, tout à l'heure, tu disais que le permis de conduire international, c'était pas reconnu au Japon. Et je crois même qu'il faut faire une démarche avant d'arriver sur le territoire japonais pour avoir le droit de conduire au Japon. Donc, si c'est votre projet de conduire au Japon, renseignez-vous bien. Là, tout de suite, j'ai pas d'infos sur quel site il faut aller, mais il y a quelque chose à faire en amont. Voilà. C'est assez complexe, ouais. Et sinon, moi, avec mon copain, on a eu l'expérience de louer une voiture au Mexique. Pas trop compliqué, ma foi, c'était bien, c'était cool. On a même pu passer au Belize, ça c'était un petit peu plus compliqué. N'essayez pas de louer des voitures et de passer d'un pays à un autre, c'est galère en général. Ouais, donc ça va changer pour chaque pays. Ok. Voilà. Bon, ça va. Alors, en alternative de ce que Marie vous a présenté, qui sont un peu les moyens de transport classiques, il y a la relocation qu'on peut nommer, surtout pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et dans une beaucoup moindre mesure, je sais pas si ça se dit, au Canada. En fait, la relocation, par exemple, vous louez un véhicule, vous le louez à Sydney, et vous allez jusqu'à, on va dire, Cairns. Bon, bah, vous avez fait un super road trip. Votre projet, c'est pas du tout de revenir à Sydney, donc vous lâchez votre véhicule à Cairns. Sauf que le loueur, il va vous facturer des frais d'abandon parce que vous avez rendu le véhicule ailleurs. Mais le loueur, il a quand même besoin de son véhicule à Sydney. Donc, il va proposer sur des sites internet qui sont dédiés à la relocation, un trajet vraiment pas cher de Cairns à Sydney à n'importe quelle personne intéressée. Généralement, c'est $1 par jour. Parfois, ça peut être un peu plus. Ça peut être des voitures, des vannes, des camping-cars. Ça peut être vraiment plein de véhicules différents. Le seul problème de ça, c'est que vous n'êtes pas là pour voyager et regarder le paysage. Généralement, ils vont vous dire, je sais pas moi, Cairns, Sydney en 5 jours. J'exagère, peut-être en 6 jours. Donc, vous pouvez pas vous arrêter pour faire du tourisme à gauche, à droite. Vous allez tout droit. Donc, c'est une bonne façon de voyager en voiture à moindre frais si vous n'avez pas l'intention de faire du tourisme. Si vous voulez juste aller d'un point A à un point B, on va vous mettre en lien un article en dessous de la vidéo sur la relocation. Vous verrez les différents sites internet qui existent, donc plutôt Australie, Nouvelle-Zélande. Pour le stop, alors le stop c'est aussi économique que c'est imprévisible. Vous pourriez attendre longtemps selon l'endroit où vous vous trouvez. Est-ce que c'est une région qui est très propice au stop? Est-ce que les gens peuvent facilement s'arrêter au bord de la route? Il y a pas mal de facteurs qui rentrent comme ça en ligne de compte. Mais bien sûr, une fois que vous arrivez à faire du stop, souvent c'est pas mal de rencontres différentes et parfois improbables aussi. Moi, j'en ai fait en Nouvelle-Zélande là il y a 2 ans après une grosse randonnée qui durait 4 jours et puis finalement on a arrêté au bout de 3 jours. Du coup, on n'était pas à l'endroit où il y avait notre van et on a fait du stop. Au bout de 5 minutes, on a eu quelqu'un et du coup, sur environ peut-être 40 minutes de voiture, on s'est fait prendre en stop par 3 personnes. La première, c'était une hippie avec son fils. Le deuxième, c'était un vieux policier à la retraite qui nous a un peu raconté sa vie difficile. Et le dernier, c'était un Maori. Franchement, on s'est dit, mais heureusement qu'on a arrêté cette rando un jour avant. C'est moi qui en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. C'était le Mordor pour ma décharge et il faisait un temps horrible. Ça a été complètement clos. Je suis en train de me justifier. J'ai pas à me justifier. Non, t'as pas de justifier. Moi, j'étais au bout de ma vie et en fait, je regrette pas parce que c'était des super belles rencontres. On va vous mettre en lien un dossier qui s'appelle Le faire du stop en Nouvelle-Zélande, qui a été écrit par Cédric, un de nos anciens modérateurs. Et en fait, même si ça parle de la Nouvelle-Zélande, il donne beaucoup de conseils qui marchent pour n'importe quel pays. Donc ça, c'est intéressant. On a aussi un autre lien qu'on pourrait vous mettre en commentaire d'une fille qui s'appelle Chloé en Nouvelle-Zélande, qui a fait tout son PVT en stop.
Et en fait, je l'ai rencontrée dans une auberge de jeunesse et enfin, elle me disait que ça se passait super bien, que les gens étaient hyper bienveillants. Donc voilà, le stop, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Évidemment, il faut prendre les mesures de sécurité, comme toujours. En fait, si vous sentez pas quelqu'un, vous n'y allez pas. Euh, voilà, soyez juste vigilants et évitez au maximum de vous mettre dans des endroits où vous risquez d'attendre des heures et des heures. Regardez un petit peu la météo, surtout dans les pays où la météo est un petit peu changeante, genre la Nouvelle-Zélande, ce genre de choses. Et partez tôt. Et Partez tôt. ouais, voilà, prévoyez un peu de temps. Sachez aussi que le stop n'est pas autorisé dans tous les pays ou toutes les routes. Enfin, il faut vraiment se renseigner au préalable pour éviter d'avoir une amende déjà, ou être dans des endroits qui sont vraiment trop dangereux. Par exemple, au Canada et en Australie, sur les longues routes, il y a des endroits où c'est interdit. Voilà pour le Je stop. crois il y a un wiki du hitchhiking. Hitchwiki, je crois. Oui, parce que Hitchwiki. le stop, ça s'appelle hitchhiking. Donc, Ouais. hitchwiki, c'est marrant comme nom. Il y en a, et oui, je crois qu'il y en a un, et il y a pas mal d'informations qui peuvent être utiles parce qu'il y a des endroits, dans certains pays, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire du stop sur les autoroutes, ni sur les bretelles d'accès à des autoroutes, ou des choses comme ça. C'est Exactement. important. Donc très bien. Et puis ensuite, vous avez aussi le covoiturage, hein, qu'on appelle en anglais du lift, qui est plus organisé que le stop dans le sens où ça se prévoit en amont. Il y a quelqu'un qui a un véhicule, qui cherche des gens pour partager les frais d'essence avec lui, et des gens qui cherchent à voyager, de se faire conduire d'un point A au point B. Donc c'est pas mal intéressant puisque vous avez la même liberté que si vous aviez une voiture. Hein. Ce qui compte, c'est de bien discuter avec la personne avant pour voir si vous voulez faire la même chose. Éviter au maximum de faire un road trip avec quelqu'un qui veut pas du tout faire les choses comme vous. Justement, Nathan, dont on parlait tout à l'heure, il m'avait expliqué que sur la Great Ocean Road en Australie, il a été tombé sur deux Allemandes. Je pense que c'est elles qui conduisaient, sauf qu'ils n'avaient pas du tout la même façon de voyager et il avait été assez déçu de ça. Parce que bah, en fait ça collait pas en termes de tempérament, donc pensez bien à discuter avant d'accepter un covoiturage. Voilà, combien de temps vous voulez voyager, quelle est la destination, où vous pensez dormir, comment partager les frais, etc. Moi, j'avais fait un road trip avec deux copines. On est tombé sur un Australien. On est allé de Adélaïde à Alice Springs. Et en fait, une de nos copines dormait à l'auberge de jeunesse avec l'Australien. Et ma copine et moi, on était un petit peu, on n'avait pas trop de sous, donc on lui avait demandé si on pouvait dormir dans sa voiture. Il avait dit oui. Donc voilà, il y a des choses, si elles sont discutées en amont, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous pouvez décider de faire des voyages à pied, à vélo. On a un article justement de Muriel, une de nos administratrices qui a voyagé en vélo en Nouvelle-Zélande. Cette personne est très courageuse parce que franchement, quand on voit comment ça monte, enfin, c'est pas moi qui aurais fait ça. Hein. Voilà, même si Marie a voyagé à Taïwan à vélo aussi. On a beaucoup de courageuses dans l'équipe. Moi, c'était pas la même chose. C'était pas vraiment, c'était pas le même délire, mais bon. Mais Oui. à Taïwan, tout à fait possible de voyager à vélo, par contre. Hein. Ouais. Carrément bien. Sans être super sportif. On n'est pas obligé de faire autant de kilomètres par jour, peut-être. Non, il y a juste une montée qui est un peu rude, qui fait 12 km. Mais sinon, en vrai, le pays est assez plat. Sur les côtes du pays, c'est assez plat et c'est assez simple, du coup, pour faire du vélo. Mais voilà, vous pouvez vraiment envisager de voyager de toutes les façons. Dans tous les pays, en fait, hein, si vous voulez faire ça en skate ou à roller, c'est possible aussi, j'imagine, j'ai jamais fait. Mais voilà, n'hésitez pas à innover, bien évidemment. Ça se prépare, ce genre de choses, savoir un peu où vous allez dormir, etc. Voilà. Donc là, on va repasser au road trip, puisque c'est ce qui intéresse beaucoup d'entre vous. Je vais laisser la parole à Marie pour nos petits conseils. Alors, c'était le titre de notre partie, c'est le road trip, c'est la vie. Parce que, enfin, Julie comme moi, je pense qu'on a des super souvenirs de nos road trips respectifs. Parce qu'un road trip, c'est prendre le temps. On ne compte pas, on va pas compter seulement les heures de route lors d'un voyage. Par contre, il va falloir aussi compter tous les moments où vous allez vous arrêter, en fait, où vous allez planifier pour les prochaines étapes, où vous allez prendre en compte les arrêts pour voir des trucs sur le chemin. Par exemple, quel rando vous plaise, quel point de vue vous plaise, quel spot sympa vous plaise. Toute cette partie de préparatif, vous n'allez pas la faire avant votre départ, avant de quitter le pays. Vous allez peut-être avoir des idées de choses que vous allez voir, mais vous allez les faire au fur et à mesure. Et donc, pour ça, il faut prendre du temps pour planifier et ensuite, évidemment, sur place,
et faire les choses. Donc c'est pas par exemple, vous voyez, vous faites Google Doc, vous faites alors je vais mettre combien de temps pour aller de Perth à Sydney. On va vous annoncer peut-être 36 heures, vous ne mettrez pas 36 heures, vous mettrez comme c'était notre cas 3 ou 4 mois par exemple. Parce que vous allez vous arrêter en chemin, vous allez faire des choses en chemin, voir des trucs, rencontrer des gens, revenir en arrière pour revoir d'autres choses dont on vous a parlé et que vous vouliez finalement pas louper. Des trucs comme ça. On a, je crois, pour la Nouvelle-Zélande et pour l'Australie, on a des dossiers sur les incontournables pour des choses à voir, il me semble. Ça peut valoir le coup. Ensuite, il faut quand même pas tout planifier au millimètre. Il faut vous laisser porter par ce qui se présente sur votre chemin, par des lieux que vous pourriez découvrir en fonction des rencontres que vous faites. Vous aurez peut-être des gens, vous rencontrerez peut-être des gens sur un camping qui vous diront tu devrais vraiment faire 200 km au nord pour aller voir ce truc-là, c'est fabuleux. Bah, vous pourrez peut-être vous dire bah ouais, je vais aller faire ça parce que ça a l'air vraiment chouette. Ça dépend, évidemment. Suivez pas tous les conseils. Il y a certains lieux vraiment ils valent pas forcément vraiment le coup, mais il y en a d'autres. Moi, je sais qu'à plusieurs reprises, j'ai des Australiens qui m'ont dit ah non mais là-bas tu voudras jamais plus repartir, etc. On m'a plusieurs fois vendu une ville qui s'appelait Espérance en Australie, qui est une ville en Western Australia, et on m'a dit tu voudras jamais plus repartir. Et c'est pas faux. J'avais vraiment pas envie de repartir après là-bas, et heureusement que quelqu'un m'avait dit qu'il fallait que j'aille voir cette ville parce que je serais peut-être passée à côté et je l'aurais vraiment regretté. Si vous avez réservé par contre des hôtels ou des choses comme ça, au départ, en planifiant tout au millimètre, bah, vous risquez en fait de regretter après, de pas pouvoir justement changer peut-être un peu d'itinéraire ici et là. Il faut planifier un petit peu, mais pas toujours tout parfaitement. Faut évidemment prendre en compte du coup la saison haute et la saison basse s'il y a des périodes touristiques ou des choses comme ça. Par exemple en Australie, décembre, janvier, il y a des endroits où vous pourriez effectivement avoir du mal à trouver des endroits pour dormir ou des choses comme ça. Mais le reste de l'année, bah, ça peut être un petit peu plus calme. Faut le prendre en compte à chaque fois lorsque vous préparez un séjour. Soyez quand même prévoyant, ne planifiez pas tout au millimètre, mais soyez prévoyant. Par exemple, sur des longues distances, il va falloir vous assurer d'avoir toujours de l'essence, de l'eau potable, de la nourriture, des couvertures et des vêtements chauds en particulier. Parce que la température peut être très changeante, notamment, je pense au désert australien ou même au Canada en général, où il peut faire quand même hyper froid. Pour l'essence, notamment sur des régions assez désertiques, etc., suivez toujours les conseils des locaux. Et si on vous dit fais le plein à chaque fois que tu trouves une station essence, suivez ce conseil-là. Oui. Je sais que par exemple en Australie, donc il y a une plaine qui s'appelle la plaine du Null Arbor qui rejoint la Western Australia à la South Australia, où il y a plusieurs milliers où il y a à un moment 1500 kilomètres en particulier qui sont très longs et tout à fait désertiques. Quand on vous dit de faire le plein à chaque station essence, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de vous dire ça. Et c'est parce que à certaines stations d'essence suivantes, il pourrait ne plus y avoir d'essence. Donc, en ayant le plein à chaque fois, vous êtes sûr, normalement, de jamais vous retrouver en rade au milieu de nulle part. N'hésitez pas à avoir un GPS également, ou au moins un téléphone avec avec des bonnes cartes ou des choses comme ça. Justement, préparez des cartes qui fonctionnent sans réseau sur votre téléphone. Il y a une application qui s'appelle Maps.me qui est très bien, qui est gratuite, et vous pouvez télécharger des cartes en fait avant de partir en voyage, et vous téléchargez des cartes des régions que vous souhaitez explorer et qui seront donc accessibles intégralement en dehors, même si vous n'avez pas de réseau. Et au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, il y a beaucoup d'endroits où vous n'avez pas forcément de réseau parce que ce sont pour le Canada et l'Australie, ce sont de très vastes étendues, et vous n'avez pas toujours de réseau. Pareil pour l'Argentine, je pense, et pareil pour le Chili. Je pense que ça consomme même moins de batterie. Peut-être que je dis des bêtises, mais je sais que Maps.me, pardon, je m'en suis servi aussi en France. Bon, ça vous dit pas s'il y a des bouchons, s'il y a des radars, tout ça, mais par contre, si vous n'avez pas beaucoup de batterie ou pas de réseau, effectivement, c'est utile. Il faut juste anticiper en téléchargeant la carte de la zone, comme tu disais. C'est ça. Ne pas se faire avoir et faire j'ai pas la carte. Ouais, voilà, ça faut penser. Et à chaque fois à chaque fois que vous avez du réseau, ou même par exemple, admettons sur Maps.me, vous avez téléchargé tous les États, les villes, etc.
elles sont régulièrement mises à jour en fait. Donc quand vous avez internet, n'hésitez pas régulièrement, pas tous les jours, hein, c'est bon, les routes elles changent pas non plus totalement, mais n'hésitez pas à régulièrement mettre à jour l'application quand même. Ouais. Ensuite, petit point, se laver, rester propre en voyage. Pour les douches, les solutions sont dormir dans une auberge de jeunesse ou dormir dans un camping. Quand vous êtes près des côtes, sur les plages, il y a parfois des douches pour vous laver, notamment en Nouvelle-Zélande, notamment en Australie, probablement au Canada, pas partout parce que bon, mais probablement au Canada. Il y a des douches pour se laver. Sinon, il y a souvent des douches dans les stations d'essence aussi. Ça, c'est au Canada, c'est particulièrement le cas. Dans les restos routiers ou les stations d'essence plutôt dédiées aux routiers, il y a souvent des douches où il y a moyen de se laver, soit pour quelques dollars, soit gratuitement. Pour les repas, il va falloir manger souvent froid ou rapide. Tout ce qui va se cuire rapidement, les pâtes, oui. Évidemment, vous n'allez pas vous lancer sur de la grande cuisine. Les pâtes, les haricots qui sont déjà cuits, des choses comme ça, faire réchauffer des choses, manger des sandwichs le midi ou des wraps ou du beurre de cacahuète avec de la confiture, des choses qui sont sucrées et nourrissantes. T'as dit quoi, pardon, Julie? Nourrissante, comme toi. Ouais, les noodles. Les noodles. Aliment de base de tout PVTiste en Australie, en Nouvelle-Zélande en particulier, notamment qui n'a pas beaucoup d'argent parce que les noodles chinois, ça ne coûte pas très cher. Par contre, ça nourrit pas beaucoup. On va pas se mentir, ça nourrit pas et c'est pas forcément. Enfin, il va falloir peut-être en manger 2 ou 3 parfois pour être rassasié. Mais bon, ça le fait. Pour les lessives, ça va être les laveries, parce qu'il y a des laveries, et sinon, dans les auberges de jeunesse ou dans les campings, c'est possible. Et sinon, ah oui, point important, ne laissez pas de déchets derrière vous. Nulle part. Nulle part, ne laissez pas de déchets. S'il y a des poubelles, vous jetez vos déchets dans des poubelles. S'il n'y a pas de poubelle, vous repartez avec vos déchets jusqu'à ce que vous trouviez une poubelle. Voilà, c'est un point important auquel on tient, nous, un peu... on tient un petit peu. Dans certains pays, les pays sont absolument... Enfin, dans plein de pays, les pays sont absolument magnifiques. Et c'est dommage. Ah non, Marie a disparu. À moins que ce soit moi. Je ne pense pas. Peut-être qu'elle a fait une fausse manip. Eh bien, donc elle disait que c'était dommage, effectivement, que des gens laissent derrière eux des déchets. Donc ouais, faites très attention à ça. Et autre chose, si vous pensez vous doucher dans la nature, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Je ne suis pas une pro là-dessus, mais il me semble qu'il y a des shampoings et des savons qui existent, qui peuvent être utilisés dans la nature et qui qui ne font pas de mal à l'environnement. Du coup, je vais reprendre. Ah, Marie me voit, mais nous ne la voyons plus. Les joies d'Internet. Bon, c'est très étrange. Je vais quand même continuer au cas où. Je crois que Marie ne l'a pas dit. Pensez bien à prévenir quelqu'un de votre itinéraire et de la date supposée d'arrivée à la fin de votre trajet en disant voilà, je dois te contacter le temps, mon road trip sera terminé. Ça, c'est un conseil que j'avais vu en Australie parce que dans l'Outback, il y a eu des histoires de gens qui disparaissent. J'exagère un petit peu. Alors, je pense pas. Je regarde avec Marie. Voilà, donc n'hésitez pas toujours à tenir au courant vos proches. On va voir si Marie arrive à revenir. Il n'y a pas de raison que non. Non, ça ne fonctionne pas. Bon. Ah si, c'est bon. Super. Est-ce que Marie, tu nous entends? C'est bon? Oui. Oui, super. Oui. Donc j'ai terminé ta phrase sur aucun déchet derrière soi. Ouais. Et, voilà, si tu veux faire le dernier point. Non, je crois que je te voyais encore, tu disais qu'il fallait prévenir de son itinéraire, enfin, il fallait prévenir de ses dates de voyage, surtout. Essayer d'être quand même, de tenir au courant ses proches pour pas qu'ils s'inquiètent et surtout, quand même qu'ils s'inquiètent si vous ne leur donnez pas de nouvelles aux dates supposées où vous êtes censé donner des nouvelles. Oui. Et sinon, comment définir votre itinéraire? Alors, comment définir votre itinéraire? En gros, oui, moi je pense que c'est la bonne solution. C'est tu fais tu fais une liste de tous les points qui t'intéressent, tu les mets sur la carte
Ouais. Et ensuite, tu essayes de trouver un ordre logique pour relier les différents points entre eux. C'est bête, hein, mais ça marche plutôt pas mal. Et faut évidemment prévoir des arrêts supplémentaires si la route est assez longue, parce que vous ne pouvez pas. Moi, j'ai tendance à penser qu'on met toujours plus de temps qu'on ne pense Toujours. devoir en mettre. Par exemple, on se dit ouais, ça dans 3 semaines, je devrais réussir à vous faire tout ça en 3 semaines. En vrai, vous mettrez un mois et demi. Je ne sais pas. Mais si, et ça marche pour tous les voyages, je trouve, il faut faire attention aussi à pas prévoir trop de choses, parce que des fois, à vouloir trop voir de trucs, on est au taquet tous les matins, vite, on avait dit qu'on serait à 10 heures. C'est ça si on voyage à plusieurs, en tout cas. Et en fait, on se stresse, on n'a pas le temps de voir les choses, on a un chronomètre constamment au-dessus de la tête, alors qu'on est là pour être en détente. Donc, ça vaut le coup, peut-être, de vérifier que tout vaut le coup, ou de faire des choix. Si vraiment, vous avez des regrets, bah, vous y retournerez. Voilà, moi, je sais que j'ai fait une croix sur l'ouest australien, pardon. J'aurais peut-être pu essayer d'y aller, mais j'aurais encore couru comme c'est pas permis. Enfin, voilà, faut faire des choix et vous vivrez votre road trip mieux, je pense. Et ça vaut parfois le coup. Moi, c'est pareil, parce qu'il y a plein de gens, l'Australie, il y a plein de gens, ils se disent ah, mais un PVT en Australie, tu fais tout. Bah, en fait, on peut pas forcément tout faire. On n'a pas forcément le temps. Et ni l'envie. Et il faut parfois rester plus dans un état particulier ou des choses comme ça et profiter au maximum. Moi, je sais qu'au final, j'ai passé quand même, je crois, 2 mois et demi juste dans le sud de la Western Australia, mais j'ai vu tellement de choses. C'était vraiment tellement chouette là-bas que je regrette pas du tout. J'aurais pu partir au nord, j'aurais pu faire des kilomètres et des kilomètres, etc. Au total, on a fait quand même 23 000 kilomètres, ce qui était énorme. Mais je regrette pas du tout d'avoir passé autant de temps dans la Western Australia au sud parce que c'était magnifique et il fallait que je puisse y passer du temps, quoi. Ça valait le coup. Même si, d'autres endroits, j'ai pas pu aller voir Uluru. Tant pis. Voilà. Mais ça valait le coup. C'est pas grave. Vaut mieux faire ça qu'essayer de tout voir et rien voir ou se stresser. Je pense vraiment. Il faut pas hésiter à revoir en effet son itinéraire, même en cours de route, il faut continuellement le revoir. Genre, bon, ça finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout. Faut parfois renoncer à certains trucs. Ouais. Pour pleinement profiter. On a un dossier sur PVTist, un de plus, qui s'appelle faire un road trip en van ou le road trip en van. Je sais plus comment ça s'appelle. On va vous le mettre en lien dans la vidéo, en commentaire de la vidéo, pardon. Et ça, il y a vraiment beaucoup d'informations générales et on fait des focus sur Canada, États-Unis, l'Argentine, je crois le Chili aussi, Australie, Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est tout. N'hésitez pas à passer dessus. On voulait faire une petite parenthèse pour ceux qui n'auraient pas le temps ou l'envie de faire des gros voyages, des road trips, de partir tout le temps comme ça. Vous pouvez envisager de faire des petits city trips. Par exemple, quand on était à Toronto, que ce soit Marie ou moi, on est tous, je pense, tous les PVTistes de Toronto et même de Montréal, je pense qu'on fait au moins un week-end à New York. Moi, je suis aussi allée à Chicago. Je suis allée passer quelques jours, une semaine à la Nouvelle-Orléans. J'ai pu aller en Floride aussi parce que c'était assez près et pas trop cher en avion. Toi, Marie, de Taïwan, tu as pu aussi aller faire des petits tours à gauche, à droite? Peut-être pas de forcément. Hong Kong, oui. Oui. C'est ça, oui. Dans les trucs, j'ai fait un super week-end à Jeju Island en Corée. Alors, c'était que un petit bout de la... Moi, la Corée, je ne connais qu'une île. Je ne suis jamais allée à Séoul ni quoi que ce soit. Je connais que l'île de Jeju. C'est top, hein, mais je ne connais que ça. Mais du coup, c'est chouette. C'est quand même possible si jamais, par exemple, vous êtes sur un PVT plutôt orienté sur le travail, vous pouvez tout à fait partir comme ça un week-end où vous donnez peut-être 5 jours pour aller dans un pays à côté. Voilà, ce genre de choses. N'hésitez pas à vous accorder du temps de voyage, de découverte. Pensez pas qu'au boulot. Vraiment, c'est ce que je pense que c'est ce qu'on veut faire passer ce soir comme message. Évidemment, c'est plus compliqué si vous vivez à Perth en Australie, à Winnipeg ou Saskatoon au Canada ou en pleine Sibérie. C'est sûr que c'est plus dur de se faire un week-end. Mais si vous êtes dans un endroit où peut-être à 1h30, 2 heures, 3 heures d'avion, ou peut-être même de voiture ou de train, il y a une autre ville, ça peut être sympa de temps en temps d'accorder un petit peu de temps au voyage. Ensuite, si certains d'entre vous pensent voyager seuls, sachez que beaucoup de pays du PVT s'y prêtent. Enfin, je veux dire, c'est possible de voyager seul. Généralement, ça peut nécessiter un budget plus élevé si jamais vous achetez une voiture ou même si vous en louez une parce qu'il n'y aura pas de partage de dépenses. Et en même temps, des fois, on a envie d'être seul et la liberté n'a pas de prix.
Donc dans ce cas-là, tant pis, on paye un peu plus, mais on est libre totalement de ce qu'on veut faire, tourner à gauche, tourner à droite, aller là, randonner, pas randonner, faire une grasse mat ou partir très tôt le matin, écouter de la bonne musique ou la musique des autres. Je plaisante, mais c'est vrai que ça ça peut être un sujet de débat en road trip. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Donc voilà, ce genre de choses fait que quand on est seul, on est tranquille. On a fait un live il y a quelques mois, je crois que c'était en novembre, qui s'appelle Partir seul en PVT. On va vous le mettre en lien de la vidéo là aussi, en commentaire de la vidéo, pardon. C'était assez intéressant parce que du coup, je vous ai parlé de la thématique partir seul puisque je l'ai fait en Australie. Mais il y avait d'autres gens aussi qui disaient des choses, c'était assez intéressant. Ensuite, par rapport à la question de la sécurité, que vous soyez seul ou à plusieurs, il y a toujours des précautions à prendre quand on voyage. Déjà, si vous allez dans certains pays, je pense forcément à l'Amérique latine, sachez que le site du gouvernement français qui s'appelle Diplomatie, France Diplomatie, a une page par pays du monde et des conseils aux voyageurs. Des conseils justement sur le permis de conduire, sur les visas et également sur la sécurité. Et je pense notamment à la Colombie ou au Mexique. Il y a des cartes du pays qui sont rouges pour indiquer les zones où il faut vraiment pas aller. Orange, vraiment si vous avez besoin d'y aller, mais c'est pas recommandé. Ou vert pour les zones où vous allez être tranquille. Ça, c'est important de le regarder en avance pour éviter les gros soucis dans les pays dangereux, disons, qui peuvent être dangereuses. J'ai pas envie de diaboliser les pays d'Amérique latine, ça peut être dangereux. Ensuite, je le disais tout à l'heure, écoutez-vous au maximum, quel que soit le contexte. Si vous faites une rencontre, si vous faites du stop, du covoiturage ou quoi, et que vous ne sentez pas quelqu'un, vous stoppez, tant pis, il ou elle sera vexé, mais faites-vous confiance. S'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous forcez pas. Voilà. Ensuite, c'est sujet à débat, mais dans certains pays d'Amérique latine, certains coins comme le Mexique, le Brésil, dans les pays du PVT, c'est surtout ces deux-là, et peut-être éventuellement le Pérou, ça peut être recommandé de voyager à plusieurs pour éviter d'avoir peur. En fait, ça se trouve, il y aura aucun risque, vous allez faire que des belles rencontres, mais dans le doute, comme c'est des pays qui sont un peu plus sensibles, là, ça peut valoir le coup de voyager à plusieurs, éventuellement. Mais je l'ai dit au début, ça peut être sujet à débat. Certains seront probablement pas d'accord avec moi, donc voilà, c'est vraiment à vous de décider. Sachez après que en Asie, en Australie, Nouvelle-Zélande et au Canada, des gens qui voyagent seuls, il y en a plein. Ça se fait beaucoup. Moi, je suis partie seule en Australie, j'ai rencontré énormément de gens qui voyageaient seuls, notamment beaucoup de filles, et en Nouvelle-Zélande aussi d'ailleurs. Faut pas que ça vous fasse spécialement peur. Donc voilà, le lien de la visio du replay pourra vous intéresser si vous êtes concerné. On vous met le lien également en commentaire de la vidéo pour France Diplomatie si vous voulez voir les cartes des différents pays. Voilà, donc on arrive au bout, on va regarder si vous avez des questions ou si on a répondu à tous vos questionnements. Mais avant ça, en conclusion, je voulais donc rappeler ce que j'ai dit au début. Cette vidéo va rester en replay à la minute où on l'aura terminée. Donc si vous êtes arrivé en cours de route, vous pourrez la revisionner depuis le début. On a sur pvtis.net un article qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTistes, qu'on a dû mettre à jour 1500 fois, je pense, en un an à peu près. On le met à jour absolument tout le temps, dès qu'il y a une nouvelle actualité sur l'un des pays du PVT. Et une fois par semaine, on fait un point Covid-19 sur notre compte Instagram, PVTistes au pluriel, pour vous donner les actualités des 7 derniers jours, si vous n'avez pas envie de relire cet article à chaque fois. On va proposer des lives prochainement, comme on le fait là depuis plusieurs mois. Et notamment, on va participer à des salons. Jeudi, donc après-demain, de 13h30 à 18h30, on va participer au Forum de la mobilité internationale. C'est un salon qui est organisé par le Centre d'information jeunesse de La Rochelle. Et ça va être vous devez forcément vous connecter sur un ordinateur, vous téléchargez une application, vous créez un avatar. Moi, je me suis créé un avatar au top, bien plus canon que moi. Et du coup, je serai disponible pour répondre à vos questions sur le PVT, mais je serai pas seule. T'as dit quoi? C'est pas possible. L'avatar ne peut pas être plus canon que toi, faut pas déconner. Non, tout à fait. C'est assez marrant en fait. Cette interface, elle est drôle parce que vous créez votre avatar, vous pouvez marcher, courir. Apparemment, vous pouvez jouer au foot, vous pouvez faire plein de trucs. C'est assez ludique, mais accessoirement, vu que c'est un salon, vous pouvez aller de stand en stand pour poser des questions sur la mobilité internationale, le PVT bien sûr, mais ça peut être aussi d'autres programmes, le SVE qui ne s'appelle plus SVE maintenant, le
le VIE, le SVI, enfin, tous les logos un peu comme ça, tous les acronymes comme ça qui permettent de partir à l'étranger. Il y aura des professionnels pour vous en parler, en sachant bien sûr qu'avec le Covid, il y a beaucoup de ces programmes qui sont mis en pause, hein, c'est certain. Mais ça peut être quelque chose que vous préparez pour dans quelques mois ou peut-être 2022, hein, l'avenir nous le dira. Les 26, 27, 28 février, là, ce week-end, on est ravis d'ailleurs, de 14h à 21h, on sera à Destination Canada. Pour y participer, il faut s'y être inscrit et avoir reçu une invitation de la part du gouvernement du Canada. Si vous faites partie de ces personnes-là, sachez qu'on sera toutes les deux disponibles au stand pour répondre à vos questions, principalement nous sur Toronto, mais il y aura d'autres personnes pour d'autres régions du Canada. Le 2 mars, sur la page Facebook pvtis.net Canada à 19h, on vous parlera du tourisme au Canada et aux États-Unis. Ce sera deux fans de ces deux pays-là qui ont beaucoup voyagé, vu beaucoup de régions, qui vous donneront un peu leurs choses à voir, les immanquables, etc. Le 9 mars à 19h sur notre page Facebook pvtis.net sur laquelle vous êtes tout de suite, on parlera du volontariat pendant un PVT, donc tout ce qui est Workaway, Help Exchange et Woofing. Et enfin, le 16 mars à 19h sur la page Facebook pvtis.net Nouvelle-Zélande, on parlera de l'emploi pendant un PVT en Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose qu'on a déjà fait pour l'Australie et le Canada et vous retrouvez ces replays sur notre chaîne YouTube, tout comme le live que Marie a fait la semaine dernière sur le PVT à Hong Kong qui est également disponible sur notre chaîne YouTube PVTiste. Voilà, on a fait pas mal de lives ces derniers temps, donc n'hésitez pas à passer sur YouTube pour voir les replays de tout ça. Voilà pour nous. On va regarder si vous avez des questions. Alors, est-ce que vous avez le lien où l'on peut faire du stop au Canada? Tu veux dire par le fait qu'il y ait des interdictions dans certains coins? Je ne sais pas si le Canada a vraiment donné un... Il n'y a pas de lien. Moi, je référerais toujours à Hitchwiki, Ah oui. HITCHWIKI, qui est donc une plateforme, une sorte de Wikipédia du de l'autostop. Ensuite, il faut voir à chaque fois, tu peux avoir des informations selon les villes. Par exemple, tu as des informations sur où faire du stop, etc. Mais il faut bien vérifier parce que dans les États, ça dépend vraiment d'un État à un autre en matière de légalité. Parce que je pense que le Hitchwiki, c'est très bien, mais ça ne prend pas forcément en compte l'aspect légal de la chose. Donc, il faut faire un petit peu attention sur ce point-là et aussi ne pas se mettre en danger. Parce que je ne sais plus, à une époque, c'était oui, on peut sur les bretelles d'autoroute, mais sur le virage. Enfin, c'était hyper dangereux en fait de dire des choses pareilles. Mais bon, bref, par exemple, là, Hitchwiki, j'ai une page sur Toronto qui donne des informations si vous voulez aller vers Hamilton, Niagara, Buffalo ou des choses comme ça, à quel endroit vous mettre, plutôt de quel côté aller, quel bus prendre pour rejoindre le lieu pour aller faire de l'autostop, c'est plutôt pas mal. Voilà. Tout à fait. Il n'y a pas partout dans tout le Canada, mais il y a quand même quelques régions. On va te mettre également en lien un témoignage qui date un peu, mais à mon avis, par rapport au stop, c'est plutôt toujours d'actualité, d'un PVTiste qui s'appelle Guilain, je crois, ou Ghislain. J'ai beaucoup de mal avec ce prénom. À chaque fois, je me trompe. Je crois que c'est Ghislain, qui a fait du stop, un bout de son voyage au Canada en stop. Et en fait, il tient un peu un journal de bord, jour 1, jour 2, jour 3, et il donne des informations qui ont l'air assez chouettes. Donc, on va te le mettre également en lien. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Je n'en vois pas pour le moment. N'hésitez pas si vous en avez. Sinon, on espère qu'on a répondu un maximum à vos questions. On sait bien que c'est pas trop dans l'air du temps de parler voyage, road trip à l'autre bout du monde. Hein. On s'est permis de faire cette visio parce qu'on s'est dit que peut-être vous vouliez commencer à préparer des choses pour après. On espère que ça vous a été utile. Voilà, on va vous laisser à votre soirée parce qu'il n'y a pas d'autres questions qui viennent. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, on vous retrouve très prochainement pour un futur live. Voilà. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.